Bonjour, je me présente, je suis Géraldine Anspérin, journaliste. Et comme beaucoup d'entre vous, je suis préoccupée par les secousses qui bouleversent le monde. La guerre en Ukraine, à quelles répercussions faut-il s'attendre sur notre vie quotidienne? L'énorme déficit des finances publiques nous réserve-t-il un avenir nécessairement sombre de déficit? Comment faire face à la crise climatique? Pour mieux comprendre le monde et saisir les défis à relever, je suis partie à la rencontre d'un économiste de renom. Bonjour Philippe de Sertine. Bonjour Géraldine. Vous êtes professeur des universités, économiste et aussi auteur de nombreux ouvrages, Le Grand Basculement aux éditions Robert Laffont et récemment L'Horizon des possibles aux éditions aussi Robert Laffont. Nous sommes dans un monde de tension en ce moment. Quel regard portez-vous sur ce monde? Êtes-vous inquiet? On peut être inquiet évidemment quand nous voyons aujourd'hui ce que signifient les affrontements de grandes puissances, la manière dont les choses évoluent. On peut avoir peur, à juste titre. Mais la lecture que je fais, que j'essaie de nourrir de tous mes travaux depuis des années, c'est que nous sommes à la fin d'une période. À la fin d'une période historique très importante, qui a été la domination des pays occidentaux et tout spécialement la domination des États-Unis. Nous sommes à la montée en puissance de l'Asie, nous sommes à une redéfinition globale de tous les échanges mondiaux, et tout cela, évidemment, crée des tensions. Dans l'histoire économique, dans l'histoire tout court, ces moments de transition sont des moments toujours compliqués. Mais derrière, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Et c'est pour ça que je crois effectivement que l'inquiétude, elle est légitime quand on est en train de regarder une période comme celle que nous vivons. Mais l'optimisme, la vision positive, elle est tout aussi légitime. Et je pense qu'elle doit l'être d'un point de vue rationnel, en regardant les choses objectivement. Vous le disiez à l'instant, il y a la domination des États-Unis, de la Chine. Justement, dans ce monde, c'est ce couple-là, États-Unis-Chine, qui domine et qui structure finalement le contexte économique, le contexte technologique aussi. Où est la place de l'Europe dans tout ça? Oui, la place du reste du monde, même, on pourrait dire. Alors, vous parlez États-Unis, Chine. Je pense que l'Inde va être aussi une des grandes puissances qui vient. Au sein de l'Asie, nous allons avoir aussi beaucoup de puissances secondaires qui vont monter de plus en plus. On pourrait évoquer d'autres puissances dans le monde, bien sûr, le Brésil, par exemple, toute l'Amérique du Sud, qui est également concernée par le nouveau partage des pouvoirs et le nouveau partage, on va dire, de la puissance économique, voire même de l'intelligence demain. Mais l'Europe a aussi une voie originale, une approche tout à fait particulière qui peut être un atout important dans le futur. La grande question européenne a été le retour de la guerre sur le sol européen depuis février 2022. Qu'est-ce que cela change? Alors, vous avez raison par rapport à ma vision optimiste et globale en disant l'Europe a une place à jouer, a une carte à jouer pour le futur. Nous avons en effet depuis 2022, pour la première fois vraiment forte, on l'a eu quand même au fur et à mesure du temps depuis la Seconde Guerre mondiale, mais pour la première fois vraiment le retour du spectre de la guerre. L'Europe doit inventer un nouveau modèle. Inventer un modèle dans lequel probablement il faudra penser d'une façon ou d'une autre, on va dire un travail ensemble, ou en tout cas un travail côte à côte avec des entités qui jusque-là pouvaient être considérées comme relativement en dehors de notre champ de vision. Quand je parle de notre, évidemment, nous, Européens, Occidentaux, nous, Français, nous, Européens de l'Union européenne. La question russe, la question ukrainienne, la question turque, le Proche-Orient, tout cela sont des questions absolument cruciales sur lesquelles l'Europe va devoir prendre position. Et on va dire plus largement, et cela concerne notamment la France, notamment l'Italie, notamment l'Espagne, le monde méditerranéen, non seulement le Proche-Orient, mais aussi la question africaine. C'est tout cet ensemble qu'il est nécessaire de prendre en compte pour arriver à se figurer la manière dont l'Europe, demain, aura un rôle à jouer dans un monde différent. Et l'Europe de demain, est-ce que ça sera toujours ce couple franco-allemand et de leaders de l'Europe? Alors, France et Allemagne sont effectivement toujours les deux puissances principales d'un point de vue économique. Ça ne fait aucun doute. Ces deux puissances ont connu, on va dire, dans leurs alliances, des hauts, des bas.
Nous avons eu des moments extrêmement importants fondateurs, et notamment évidemment quand l'Europe s'est constituée, notamment sous la férule, par exemple à l'époque du général de Gaulle et du chancelier Adenauer. Nous avons eu des moments où cela fonctionnait très très bien, hein, Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing par exemple, ou François Mitterrand et Helmut Kohl. Et puis nous avons eu des moments où en effet le lien s'est un peu distendu. On a le sentiment, depuis le début du XXIe siècle, que le lien, oui, a tendance quand même à plutôt se détendre entre les deux pays. Il est probablement fondamental que demain, la réflexion commune revienne. Il est certain que l'Allemagne a un lien privilégié avec l'Est, avec le nord de l'Europe, que la France a un lien privilégié avec le sud, la Méditerranée, et nous le disions tout à l'heure, l'assemblage de ces deux visions sera capital dans le monde qui vient. Parlons d'un autre continent, l'Afrique, qui est présenté souvent comme un territoire à la fois convoité et un territoire d'avenir. Quel est votre regard, Philippe de Sertine, là-dessus ? Le continent africain est probablement le grand continent du XXIe siècle. Ça semble loin, mais en réalité, nous avons déjà passé 3 décennies dans le XXIe siècle. Le temps s'écoule vite. Alors, à l'échelle d'une vie humaine, on a le sentiment que 70 ans, c'est dans très très longtemps. Évidemment, quand on est en train de regarder l'histoire, on se rend compte à quel point 70 ans, ça n'est rien. On doit avoir conscience, la question démographique est très souvent au cœur de mes préoccupations, que l'Afrique logiquement, devrait voir sa démographie dépasser la démographie asiatique, justement au tournant du 21e et 22e siècle. C'est-à-dire, en clair, avoisiner les 4,5 milliards, les 5 milliards d'humains. La démographie va être tout dans le monde de demain. On va dire, la première richesse de l'Afrique dans le monde qui vient n'est pas forcément son sous-sol, comme on le verrait avec la vision ancienne, mais plutôt les gens qui sont sur son sol. Et en particulier sa jeunesse, en particulier ces cerveaux humains qui vont être fondamentaux dans le modèle et dans la vision que l'on peut avoir du futur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit travailler avec l'Afrique. Nous devons envisager un modèle dans lequel nous allons être en coopération. La coopération avec l'Afrique est probablement un énorme enjeu pour l'Europe parce que le réservoir démographique et donc la dynamique que nous pouvons avoir en commun, elle est bien là. Nous aurons le grand pôle asiatique, qui restera évidemment un pôle fondamental jusqu'à la fin du siècle. Nous avons le pôle américain, et quand je dis américain, c'est Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud. Nous avons le pôle africain qui peut se relier avec le pôle européen, avec lequel existent des traditions, avec lequel existent des liens culturels. Et ce sont ces liens culturels qu'il faut absolument arriver à ménager et peut-être même à développer. Justement, ces liens culturels ont été très forts entre la France et l'Afrique. Est-ce que la France, ou l'Europe même, doit-elle revoir sa stratégie en Afrique ? Alors quand on dit lien culturel, il faut être très clair, pour le meilleur et pour le pire. Nous avons bien entendu cette ombre noire entre nos deux continents qu'est la colonisation. Et aujourd'hui, on a le sentiment parfois que finalement cette ombre continue de nous obséder, voire même de nous empêcher de penser à un futur commun. Or, il est très possible que l'Afrique et l'Europe puissent se rejoindre dans une vision plus apaisée, plus équilibrée, dans un futur relativement proche. Il est certain que la France jouera un rôle important. Et cela, c'est probablement un des grands enjeux auxquels nous devons penser à très brève échéance. La question monétaire, par exemple, qui est une question qui m'intéresse énormément dans l'horizon africain. Cette question monétaire est posée. Elle est probablement encore posée de manière trop restreinte. Elle ne permet pas de trouver des solutions satisfaisantes. Ce sont les chefs d'État africains qui peuvent penser à un futur monétaire. Le futur monétaire sera probablement quelque chose d'indispensable pour qu'une relation équilibrée s'instaure entre l'Europe, la France et l'Afrique. Parlons à présent de la situation politique française. Elle est très complexe, à plusieurs niveaux. À votre avis, quelles seraient les différentes hypothèses d'évolution du pays ? La France est à un tournant des chemins dans ce 21e siècle, on l'a dit, qui commence déjà à s'avancer. La France a un certain nombre de handicaps qu'elle s'est constituée elle-même par un système, un modèle économique de financement déséquilibré. Ce modèle déséquilibré a pu perdurer
parce que nous étions à l'intérieur d'un espace européen qui permettait en quelque sorte ce modèle déséquilibré sans en faire subir toutes les conséquences. Logiquement, un modèle déséquilibré signifie par exemple que votre monnaie va se dévaluer, que vous allez avoir des pertes de pouvoir d'achat de plus en plus fortes. Et là, bien sûr, je parle du fait que nous ayons un déficit des finances publiques, mais on peut parler aussi du déficit du commerce extérieur, ce qu'on appelle en économie les twin déficits, les déficits jumeaux, qui sont logiquement des situations qui ne peuvent durer longtemps. La France, depuis trop longtemps, se trouve dans une situation de twin déficit, mais elle peut le faire grâce, on va dire, à la possibilité d'avoir une sorte de protection européenne. Donc cette faiblesse, il est indispensable que la France arrive à la corriger d'elle-même. C'est fondamental parce qu'elle plombe l'Europe, mais elle plombe surtout l'avenir de la France. De l'autre côté, la France a un certain nombre d'avantages. Les avantages historiques que nous avons évoqués, des liens très forts, par exemple avec le continent africain, des liens très forts avec le Proche-Orient. Donc une position géostratégique extrêmement intéressante, et on le voit d'ailleurs quand il y a des tensions, la France a toujours un rôle à jouer. Mais elle a aussi un certain nombre d'avantages en termes, on va dire, entrepreneurial, en termes d'innovation. Ces avantages sont des avantages associés traditionnellement à la manière dont fonctionne la France. Je pourrais rajouter d'ailleurs à cette logique d'innovation et entrepreneuriale le fait que la France, très tôt, s'est inscrite dans la réflexion autour d'un nouveau modèle de développement durable. Nous sommes perçus dans le reste du monde comme étant le pays des accords de Paris, de la COP 21 de 2015, et c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Bien sûr, à un moment donné, on a pu considérer que la question climatique pouvait être en retrait. Il est certain que le dérèglement climatique va se poursuivre et que par conséquent, cette question va devenir de plus en plus forte. La France peut aussi avoir un rôle à jouer de ce point de vue. Des inconvénients, des handicaps, des atouts, c'est probablement le grand défi français d'arriver à surtout ne pas casser ses atouts pour refuser de gérer ces handicaps qui sont des handicaps gérables. Philippe de Sertine, vous prenez un nouveau modèle économique. Quel serait ce nouveau modèle? Alors, vous voyez, même je ne prône pas. Je pense que je constate, je vois que nous sommes en fait à la fin, on va dire, d'un méga-cycle de 2 siècles et demi. Un cycle qui a correspondu à une époque de l'humanité pendant laquelle la démographie a augmenté très fortement par la jeunesse, par, on va dire, la réduction de la mortalité infantile et des femmes au moment de l'accouchement. Au fond, l'humanité a inventé un modèle économique qui correspondait à cette explosion démographique qui faisait que le modèle d'avant, c'est-à-dire le modèle centré sur l'agriculture, ne pouvait plus fonctionner avec une démographie aussi importante. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de ce modèle. Pourquoi? Parce que la démographie continue d'augmenter, nous l'avons dit à plusieurs reprises, mais elle augmente notamment grâce à l'augmentation d'espérance de vie. En clair, l'humanité vieillit. Il se trouve, et ça tombe bien, que le modèle d'avant est aussi la cause fondamentale du dérèglement climatique. Nous savons que nous ne pouvons pas continuer sur la même voie parce que tous les indicateurs nous le disent, et nous le disent de façon de plus en plus rapide, de plus en plus forte. Le climat se dérègle si nous continuons de la même façon. Donc, le nouveau modèle, en réalité, il va de lui-même apparaître. Il est de lui-même en train d'apparaître. Alors, simplement, quand vous dites « vous prenez », je prône de le regarder, de regarder les choses en face. Parce qu'il est vrai que le conservatisme, cette idée qu'en fait, on était très content comme ça fonctionnait avant, ou si vous voyez, si je prends une citation du fameux Guépard de Lucchino Visconti avec Alain Delon-Jeune, tout change pour que rien ne change. C'est un peu là la logique de l'Occident. C'est un peu la logique de l'Europe, de la France. On voudrait que tout change, donc peut-être on va décarboner l'économie, on va manger moins de viande. Mais au fond, pour rien ne change, c'est-à-dire qu'au fond, on veut rester à un mode de fonctionnement identique de ce que l'on connaissait d'avant. Le vrai changement de modèle, c'est un nouveau modèle qui s'applique à la totalité de l'humanité, et en particulier, évidemment, aux pays les plus pauvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces pays aspirent, alors peut-être pas à notre mode de fonctionnement d'aujourd'hui, même si ça peut apparaître au départ comme étant finalement ce vers quoi on voudrait tendre. Je le résume de façon un peu plus forte, vous voyez, toujours en tournant autour d'une même approche, l'espérance de vie qu'on peut avoir dans un pays riche. 60 ans
dans un pays d'Afrique, 82 ans en France, eh bien, vous voulez, quand vous naissez dans un pays à 60 ans, que vos enfants aient 82 ans d'espérance de vie. Le nouveau modèle, il a ça comme finalité. C'est peut-être cet élément-là qui va être sa boussole absolue. Donc ça veut dire que on peut prôner le fait de regarder les choses en face. Les humains sont en train d'inventer un modèle différent. Mais on peut prôner aussi le fait de ne pas refuser ce modèle. Et là, pour le coup, ce qui s'est produit depuis le confinement, depuis cette incroyable expérience qu'a été en 2020, le fait qu'on arrête le modèle d'avant et qu'on essaie, en bricolant, parce que rien n'était prêt, d'inventer un autre modèle, nous montre à quel point les forces conservatrices nous ramènent en arrière. Non, non, ah oui, mais non, non, il faut qu'on revienne dans un mode de fonctionnement d'avant. D'ailleurs, les gens préfèrent. Oui, ils préfèrent, mais c'est plus possible. Et donc c'est là l'élément passionnant, c'est-à-dire que l'on sent que nous avons des forces très très fortes pour nous pousser vers quelque chose de différent, et nous avons une tendance naturelle à essayer de tirer vers l'arrière, de revenir vers le passé. Et au fond, ça c'est quelque chose que l'on trouve dans tous les pays, que l'on trouve dans les mouvements politiques, mais qu'on trouve même dans les individus. C'est-à-dire cette tentation de revenir en arrière et cette aspiration à aller vers quelque chose de différent. Donc ça, c'est l'idée du nouveau modèle. Évidemment, nouveau modèle économique avant toute chose. Pour construire ce nouveau modèle économique, il faut réformer. On a beaucoup parlé en France de réforme, mais les Français sont défiants vis-à-vis des politiques. Comment engager les réformes dans le pays? Non, non, c'est beaucoup plus fort que ça. La réforme, c'est lorsque vous êtes juste en train de changer un cadre pour que ce cadre soit adapté à ce qui vient. Là, on est en train de parler de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus fort. Pas la réforme, non, sire, la révolution. Vous voyez, c'est une révolution. Nous sommes à l'aube d'une révolution fondamentale. Alors ça veut dire évidemment qu'un pays qui déjà ne veut pas se réformer, c'est-à-dire qui a du mal à concevoir que ce cadre n'est plus adapté, lorsqu'on est en train de parler de révolution, vraiment de quelque chose de radicalement différent, l'angoisse prend. Et quand l'angoisse prend, eh bien, par exemple, dans les votes, ça se voit. C'est-à-dire qu'on va voter pour de la nostalgie, on va voter pour quelque chose qui nous ramène en arrière. L'idée importante à comprendre, c'est que le modèle qui vient va être un modèle radicalement différent, mais il doit être plus humaniste que le précédent. Il doit être quelque chose qui va d'abord séduire. Et je pense que lorsque nous sommes en train de parler de cette logique de changement parce qu'il n'y a pas le choix, le dérèglement climatique étant évidemment la première raison à laquelle on songe, on a le sentiment que la contrepartie sera, en citant Churchill, de la sueur, du sang et des larmes. En réalité, ça n'est absolument pas une obligation. Et vous voyez, l'expérience de 2020 du confinement a montré qu'au début, évidemment, il y avait cette angoisse terrible parce que la maladie revenait, la mort revenait. On n'avait plus le droit d'embrasser ses proches, on était obligé de rester dans un confinement extrêmement contraint. Néanmoins, les personnes le vivant, peu à peu, disaient « mais mon mode de vie a changé, mon mode de vie est peut-être plus doux et peut-être plus agréable ». Nous avons là pressenti qu'un nouveau modèle peut être quelque chose de séduisant. Vous parliez de révolution, il y en a une qu'on vit en ce moment, c'est la révolution technologique avec l'arrivée de l'IA. Quelles conséquences cela peut avoir sur notre monde de demain? Ne m'en voulez pas, je vous corrige à chaque fois sur les termes. Technologique, non, beaucoup plus que ça. Révolution scientifique. C'est une révolution scientifique que nous sommes en train de vivre, dont la technologie va peu à peu s'emparer. Et vous avez raison, ce qui a marqué depuis 2022, c'est-à-dire finalement une proximité assez forte, l'ensemble de la population mondiale, c'est l'émergence tout d'un coup de quelque chose que les scientifiques eux-mêmes qualifient comme étant une technologie, une innovation de rupture. De rupture telle même que comme au moment où on invente des choses incroyables, on a peur pour l'espèce humaine. Oui. On se dit, comme quand, par exemple, on invente la bombe atomique en disant « ça y est, l'humain peut s'autodétruire, peut détruire la planète ». On a eu exactement la résurgence de même crainte avec l'intelligence artificielle générative, en disant « mais là, il y a quelque chose qui peut dépasser l'intelligence humaine ». L'idée fondamentale que nous devons avoir, c'est que nous sommes dans un croisement des chemins, nous sommes au moment où il faut inventer un nouveau modèle, un modèle désirable, ça veut dire pas un modèle cosmétique, c'est vraiment un changement profond. Cela n'est possible que si nous avons des outils totalement nouveaux, si la science apporte quelque chose de radicalement nouveau. Quand on quitte le modèle agricole, on rentre dans un modèle industriel.
Mais il a fallu le tracteur, la charrue nouvelle, quelque chose qui change complètement la manière d'envisager l'agriculture. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose inventé par la science qui a poussé vraiment, je dirais, les humains à rentrer dans une autre manière de vivre. Ces craintes sont-elles justifiées? L'innovation, la rupture, fait peur à juste titre. Une innovation, par définition, est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle va permettre à l'humain d'aller beaucoup plus loin que ce qu'il faisait jusqu'à maintenant. Lorsqu'on invente l'automobile, les premiers conducteurs vont rentrer dans un mur, voire même vont tuer quelqu'un. Toujours, vous avez quelque chose qui peut être une vision négative de l'innovation. Donc cette innovation, bien sûr qu'on doit la regarder pour ce qu'elle est, avec un certain nombre de risques. Mais on doit aussi considérer que de nouveaux outils sont indispensables. La question que chacun doit se poser, et en particulier dans notre vieille Europe, dans notre vieille France, nous en sommes ou nous n'en sommes pas? Est-ce que nous regardons en arrière ou est-ce que nous acceptons cette idée qu'il va falloir se lancer dans quelque chose de radicalement nouveau? Donc l'IA est une opportunité, finalement. Totalement. L'IA générative, je dis bien parce que l'IA, ça fait longtemps qu'elle existe. Oui. L'IA générative, c'est-à-dire cette façon, on va dire, de franchir une sorte de pas extraordinaire, oui, bien sûr que c'est une opportunité. Et je le répète, nous allons en avoir beaucoup d'autres. La science est en ébullition depuis à peu près 25 ans. Seulement 25 ans. Elle va proposer des nouveaux outils, sans arrêt. L'IA générative est celui qui nous occupe, il y en aura d'autres. À chaque fois, nous devons les considérer comme des formidables opportunités parce que nous devons changer. Notre mode de vie doit changer. Et je le répète, pour changer, ça doit être quelque chose qui nous oblige à fonctionner radicalement différemment. Vous êtes un spécialiste, Philippe de Sertine, du développement durable. Selon vous, les entreprises françaises prennent-elles vraiment au sérieux la transition écologique, notamment en termes de RSE, ou bien c'est plutôt du marketing? Je vais commencer à vous agacer parce que je vais vous reprendre encore sur le terme, alors que c'est évidemment le terme que tout le monde utilise, le terme transition. C'est celui que je n'aime pas, parce que je crois que nous ne sommes plus en transition. Nous sommes en transformation. Nous sommes en basculement. C'est pour ça que j'avais utilisé ce terme dans le titre d'un de mes ouvrages. La transition laisserait penser qu'on a le temps et que peu à peu, on va d'un système vers un autre, mais que finalement, au fond, tout change pour que rien ne change. Donc là, non, nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus puissant que cela. Est-ce que les entreprises, notamment en France, le comprennent, le conçoivent? Je le crois. Je crois que l'entreprise est bien le niveau où on se rend compte que de toute façon, l'avenir sera différent. Je vais peut-être aller plus loin parce qu'on pourrait dire, mais pourquoi les gens dans les entreprises seraient philanthropes? Non, c'est pas ça. C'est que, accompagnant ce changement, nous sommes dans une variation de valeurs. C'est-à-dire que lorsque aujourd'hui vous avez un mode de fonctionnement qui n'est pas vertueux du point de vue environnemental, objectivement, vous voyez sa valeur qui diminue. Lorsque vous rentrez dans une logique vertueuse, objectivement, la valeur a tendance à augmenter. C'est vraiment l'élément fort sur lequel je travaille du point de vue de ma chaire et du point de vue de l'université. Sur cette migration de valeurs à laquelle nous assistons, elle est déjà là. Les valeurs anciennes ont tendance à stagner, voire à diminuer, et nous voyons apparaître brutalement des valeurs énormes, des valeurs incroyables, qui peut-être ne dureront pas, parce que l'innovation est telle que ça ne durera qu'un temps. On pense par exemple à ChatGPT, concurrencé tout d'un coup par le chinois DeepSeek, ce qui se passe en janvier 2025. Vous voyez, tout d'un coup, on se dit, mais en réalité, on croyait que l'univers était stable. Non, non, il est instable. Instable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons avoir des montées de fièvre dans la valeur et d'un seul coup des redescentes. Mais en revanche, il est certain que le monde d'avant lui ne connaîtra rien de tout cela, plutôt un déclin progressif et de plus en plus rapide. Donc le monde de l'entreprise est le monde par essence où l'on est en train de mesurer à quel point finalement le nouveau modèle n'est pas une option, c'est une obligation. Sinon, effectivement, on se retrouve dans une perte de valeur et donc dans une perte de compétitivité. Et cela va demander des investissements colossaux. Est-ce que l'Europe ou même la France a-t-elle les moyens? Nous sommes dans le plus grand déséquilibre du point de vue monétaire, financier, économique que n'ait jamais connu l'histoire de l'humanité. En clair, si on prend le PIB de 2024, le PIB mondial, 105 000 milliards de dollars. En face, une dette de plus de 350 000 milliards de dollars si on intègre non seulement la dette officielle, déjà 275 000 milliards d'après le FMI, plus toute la dette émise par ce que l'on appelle le shadow banking, c'est-à-dire les banques qu'on a du mal à représenter parce qu'elles ne sont pas régulées. Donc c'est une dette colossale. Donc ça veut dire que nous avons une masse de monnaie absolument incroyable
qui cherche à tout prix à trouver de la valeur. Cette valeur qu'elle n'a pas, puisque nous ne faisons que 105 000 milliards de PIB. Ça vous donne quoi? Vous voyez, ça veut dire que quand vous cherchez à tout prix de la valeur, vous allez créer de la bulle. C'est-à-dire que tous ceux qui ont de la monnaie et qui sentent qu'il y a un problème, ils vont chercher un endroit où tout le monde va en disant bah, là, au moins, on aura des augmentations de valeur probablement artificielles, mais qui vont m'intéresser à très court terme. Donc là, l'élément extraordinaire, c'est que par rapport à votre question, est-ce que nous avons de quoi investir? Zéro doute. Nous avons un investissement potentiel de 245 000 milliards de dollars de monnaie prête à s'investir dans ces nouveaux modèles. La seule chose, effectivement, c'est représenter la façon dont on va calculer leur performance et la manière dont ces 245 000 milliards peuvent espérer avoir une rentabilité. Ça, c'est aussi ce sur quoi je travaille, parce que nous devons inventer une nouvelle manière de rémunérer ceux qui investissent dans le futur et ceux qui le prouvent. Vous êtes très prosaïque. Cela me rappelle la dette française. Comment on fait pour s'en sortir, Philippe de Sertine? La dette, on parle de la dette publique. Attention, parce que la dette française, elle est même beaucoup plus importante. La dette privée se rajoute à la dette publique. La dette publique, quand vous regardez, signifie effectivement que nous avons 3 perspectives, on va dire, de chantiers fondamentaux. Le premier, c'est évidemment que cette dette diminue, en tout cas qu'elle n'augmente plus, du fait de dépenses publiques qui seraient couvertes par des ressources, principalement par l'impôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un très gros chantier de révision de la dépense publique. Deuxième question, effectivement, par rapport à cette problématique de la dépense publique, le modèle social français. La question du modèle social par rapport à ce que nous évoquions, c'est-à-dire notamment une population qui vieillit, nous oblige à penser différemment, à financer différemment notre modèle social. Il y a vraiment des éléments stratégiques sur lesquels il faut travailler et des éléments aussi sur lesquels il va falloir revenir en disant nous ne pouvons pas continuer de la sorte parce que nous voyons que ça ne tiendra pas. Et puis peut-être, alors évidemment vous comprenez qu'il faudrait développer beaucoup plus longuement si on devait rentrer du point de vue technique. Mais peut-être rappelons la 3e dimension qui est importante. C'est que finalement cette dette, cette dépense publique, il doit y avoir une contrepartie richesse. Lorsque nous voyons une entreprise, par exemple, qui a été, je l'ai utilisé dans certains de mes livres, Nvidia, pas très connue par le grand public, qui est devenue à un certain moment l'entreprise qui valait la plus chère du monde. Il y a, dans l'année 2024, elle devient l'entreprise qui vaut la plus chère du monde. 3 300 milliards. C'est intéressant parce que c'est le montant de la dette française. 10 ans avant, cette entreprise valait des milliards. C'est-à-dire à peu près l'équivalent de Renault. La France aurait, dans son patrimoine économique, une entreprise qui passe de 10 milliards à 3 300 milliards. Ça veut dire que dans ce cas-là, sa dette n'a plus tout à fait le même sens. Alors ça tombe pas bien, c'est pas chez nous. Nous, Renault, malheureusement, n'est pas monté à 3 300 milliards. Mais ça veut dire, voyez, que quand on est en train d'ouvrir la perspective d'un nouveau modèle, de nouvelles valeurs, il peut y avoir aussi cette perspective de sortie par le haut. Sortie par le haut en disant, finalement, la dette peut être équilibrée par la représentation de richesse qui peut être la nôtre. Souvenez-vous toujours, quand on dit, est-ce que cette dette est trop importante? On la compare à quoi? Au PIB. C'est-à-dire la richesse que nous créons. Et donc, si nous sommes avec une révolution dans la manière dont on crée la richesse, eh bien, cela veut dire aussi, évidemment, que la dette que nous avons est une dette qui peut devenir largement plus supportable. Mais nous avons aussi cette idée que la manière de sortir par le haut, c'est justement une manière optimiste et positive en créant une valeur nouvelle. Vous êtes très souvent sollicité pour décrypter l'actualité économique et géopolitique. Quel est le plus grand défi intellectuel que vous avez dû relever? Que je dois relever même sans arrêt. Je pense que, bon, d'abord, quand on est sollicité, c'est généralement pour parler de problèmes. C'est-à-dire que les médias, quand on identifie quelque chose qui ne va pas, vont faire appel à des experts, vont faire appel à des gens qui commentent. Ce qui est intéressant lorsque vous observez un problème, c'est surtout trouver des solutions. Je dirais que c'est le cœur de ma vie. C'est travailler sur les solutions. L'identification des problèmes, c'est évidemment quelque chose de fondamental. Donc d'abord, première chose, arriver peut-être à faire comprendre que lorsqu'on évoque des problèmes, il y a des solutions derrière. C'est pas forcément facile. Je ne dis pas que j'y parviens tout le temps. Et puis la deuxième perspective, évidemment, c'est être pédagogique. Sur beaucoup des points que nous avons évoqués, la grande difficulté, c'est que la population tout entière est concernée. Ça n'est pas là simplement un débat d'experts, ça n'est pas simplement quelque chose qui concernerait quelques personnes qui réfléchiraient dans un coin. C'est tout le monde qui doit penser à ces questions.
et tout le monde d'ailleurs qui est sollicité au moment des votes. Et donc la pédagogie, c'est quelque chose effectivement de très complexe. C'est probablement le principal défi auquel on est confronté lorsqu'il s'agit de revenir un peu régulièrement sur le devant de la scène médiatique. Donc, quand on sort de vos conférences, on sort bien, avec enthousiasme et on est optimiste. Oui, c'est pas faux, parce que dans la conférence, je peux me permettre de parler des solutions. Dans le média, je suis tenu par l'énoncé des problèmes. Quand on me fait parler en conférence, ça me permet d'avoir une logique dans laquelle je vais essayer d'être pédagogique sur le problème, mais d'être aussi dans la logique des solutions qui peuvent exister et dans cette vision positive, ce qui souvent surprend les auditoires. L'auditoire qui a surtout entendu parler des problèmes est surpris et agréablement surpris en disant « Ah, mais en fait, il y a bien une possibilité d'en sortir ». Et cela, c'est effectivement peut-être la caractéristique la plus forte de ce qui doit être, à mon sens, l'intérêt de ce que je fais, de ce que je présente. Merci Philippe de Sertine pour cet éclairage précieux sur les défis écologiques, économiques et sociétaux à relever des thématiques que vous abordez lors de vos conférences. Cela m'a permis, cet entretien avec nous, à la fois de mieux comprendre les transformations en cours et puis aussi de découvrir les opportunités qui s'ouvrent à nous. Il est plus que jamais essentiel d'anticiper et d'innover un nouveau modèle. Je ne ferai pas une meilleure conclusion. Je vous remercie Géraldine, c'est exactement effectivement l'idée, l'esprit de tout ce sur quoi je travaille et tout ce sur quoi j'essaie de parler. Je vous remercie. Merci.